this and you have your conclusion. It's a very clear conclusion. Thank you. Thank you very much. Bien, nous avons une demi-heure. Nous ne ferons pas comme hier parce que nous manquons de temps, où nous avions quelques minutes de respiration pour parler. Nous passons directement à vos questions ou à vos commentaires ou à vos propositions. Pouvez-vous les formuler de façon courte et nous les prenons par cycle de 3, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dilution et que nous répondions les uns les autres aux différentes questions que vous posez. Donc, qui veut... Une question sur le démarrage. Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes? Jean-Paul Penon. Une question sur le démarrage. Sur la transition énergétique par rapport à sa définition. Chacun des interlocuteurs que nous avons en face, finalement, à un moment donné ou à un autre, a parlé du problème du réchauffement climatique. D'autre part, on sait que le charbon, par exemple, on en a encore pour plus de 100 ans. Alors, est-ce que la définition de la transition énergétique, est-ce la disparition des énergies fossiles ou est-ce la nécessité de réduire l'impact carbone par rapport à ce qui va être généré dans des pays comme le Bangladesh et ailleurs? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand même, que je voulais porter à M. Michel Petit, c'est en ce qui concerne les projections, au niveau de la démographie. Moi, ce qui me frappe lorsque je parle avec des Africains mais habitant là-bas, c'est que pour eux, la démographie n'est jamais un problème. Alors, est-ce qu'on a tenu dans les différentes projections qu'on a fait des différences de culture par rapport à l'enfant? Très bien, qui ne sont pas uniquement une question de destruction. Bien, merci pour ces deux questions. Une troisième question, et nous essayons de répondre vite. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Christian Couturier. Je travaille dans une organisation qui s'appelle Solagro, qui est l'auteur, le co-auteur de 2 scénarios sur la transition écologique. Donc, un scénario sur le système alimentaire et agricole qui s'appelle AFTER 2050 et un autre scénario qui s'appelle Négawatt. Et donc, dans ces 2 scénarios, le point commun sur lequel j'ai travaillé, c'est les bioénergies à partir de l'agriculture ou de la forêt. Donc nous, on milite pour l'utilisation des bioénergies au service de la transition énergétique, mais aussi de la transition agricole et alimentaire. Donc c'est un sujet qui est vaste, et je pense qu'on ne peut pas aborder ces sujets en restant dans le paradigme actuel. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver des solutions. Les constats, je les partage pour l'essentiel sur tout ce qui a été dit à la tribune, y compris les personnes qui ne sont pas d'accord entre elles. Je pense que chacun a sa part sa vision des choses et une part de vérité. Donc, essayer de mettre en place des solutions pour répondre à la fois à l'ensemble de ces enjeux, c'est particulièrement complexe. Donc, je ne vais pas développer les travaux qu'on a réalisés. Simplement, ce que je soulignais, c'est que le débat comme il était porté aujourd'hui, on reste dans le même paradigme qu'actuellement, c'est-à-dire qu'on est sur les monocultures de production destinées à un usage industriel. Il y a d'autres façons de faire des bioénergies qui tiennent compte des 6 grandes fonctions que doit remplir la biomasse. Donc vous en avez parlé de quelques-uns, donc moi j'appelle ça les 6 F. Alors en anglais, on avait les 4 F, c'était food, feed, fodder and fuel, donc alimentation humaine, des animaux, l'énergie et les fibres. Moi, je rajoute aussi la forêt dans le sens étymologique, c'est-à-dire les fonctions de nature, et puis la fumure, donc la matière organique nécessaire au sol vivant. Donc en français, ça fait 6 F, fumure, forêt, fibres, fuel, fourrage et les fourneaux pour l'alimentation humaine et pour faire la rime. Voilà. Et donc je pense que et nous, notre stratégie, c'est de faire en sorte qu'au-delà de la question de la concurrence des usages, c'est travailler sur les synergies possibles. On sait très bien qu'il y a des synergies possibles entre les filières sur lesquelles on travaille, par exemple, qui est la méthanisation, mais pas la méthanisation de monoculture de maïs comme on fait en Allemagne, mais la méthanisation de couverts végétaux qui ont des fonctions agroécologiques qui sont reconnues, qui sont bien établies. Alors évidemment, c'est pas forcément ça qu'on met en avant dans les débats de ce type-là, où on reste sur les gros trucs qu'on voit, effectivement, le bioéthanol, le biodiesel et l'exploitation du maïs en Allemagne pour faire de la méthanisation. Donc il y a d'autres voies pour faire de l'énergie de façon intelligente qui cherchent à répondre à l'ensemble de ces problématiques, et je trouve que ça serait intéressant de travailler aussi sur ces solutions et de sortir du schéma
du schéma initial, hein, celui des biocarburants première génération, industriels, sous forme de monoculture. Merci beaucoup pour cette intervention. Vous auriez pu être brillamment à la tribune et on ne peut que conseiller à tous ceux qui sont là aujourd'hui de lire votre littérature qui est tout à fait passionnante. Qui veut répondre aux deux premières questions, la question sur la transition et la question sur la démographie? Toi, tu dois répondre sur la transition. Ah oui, mais théoriquement, je suis en arbitrage, je suis pas... Tu es le seul à l'avoir défini. Oui, c'est une question assez difficile, au sens où il n'y a pas de définition normalisée de la transition. Pour ma part, dans l'introduction, j'ai essayé de définir cela d'une façon que je qualifierais de relativement banale, mais simple et compréhensible. C'est l'espace de temps qui se situe entre une situation passée et actuelle qui pose des problèmes et qui doit terminer, et une situation future qui n'est pas stabilisée du point de vue technologique et qui n'est pas définie dans le temps. C'est pour ça que je disais 2, 3, 4 décennies, et avec peut-être des tendances vers l'énergie solaire, vers des nouvelles formes d'énergie, de nouvelles formes de stockage. Mais le bouquet énergétique, il en sera question, je ne sais plus si c'est cet après-midi ou demain, le bouquet énergétique n'est pas défini, et le bouquet énergétique ne sera pas universel. Il y aura des bouquets énergétiques différents pour la Chine, pour l'Inde, pour l'Afrique subsaharienne, pour le Moyen-Orient, pour l'Europe, etc. Et entre les deux, il y a un espace de transition. Et cet espace de transition, nous essayons pendant ces 3 jours, 2 jours et demi, de le caractériser. Et nous avons peut-être déjà, à travers les travaux des scientifiques ou les réflexions des think tanks ou les actions militantes des uns et des autres, quelques éléments de certitude. Un élément de certitude, c'est que plus la transition durera longtemps, c'est-à-dire que si les solutions pour le futur ne sont pas immédiates, plus ça durera longtemps, plus nous risquons d'avoir des hausses de prix de l'énergie, car nous serons sous la dépendance de la réduction de la disponibilité en énergie pétrolière. Et plus cette transition durera longtemps, plus nous aurons des difficultés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, parce que nous serons toujours sous la dépendance du pétrole. Donc l'intérêt, peut-être qu'une façon de répondre à votre question, l'intérêt de la réflexion sur la transition c'est d'optimiser la réduction des émissions de carbone et d'aller le plus vite possible pour sortir premièrement de l'économie pétrolière, deuxièmement, parce que c'est souhaité par la plupart des grandes sociétés industrielles, sortir du nucléaire. Et puis ça nous définit un espace de contrainte et un espace d'opportunité. Et c'est dans cet espace de contrainte et d'espace d'opportunité qu'il faut essayer de définir cette forme de transition. Je voudrais insister sur un point. Il est difficile de parler de transition dans une salle parce que chacun a son avis sur la transition et certains privilégient des points de vue particuliers, par exemple sortir du nucléaire. D'autres vont privilégier des points de vue sur l'effet de serre. D'autres vont privilégier des points de vue de faisabilité technique. D'autres vont privilégier des points de vue d'effets sociaux et économiques. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il n'y ait pas de choc entre ces points de vue, mais que tous ces points de vue puissent s'exprimer et que nous puissions collectivement avancer vers la définition d'un logiciel explicatif et optimisateur pour que petit à petit
il y ait des compromis dans la société sur cet espace de transition. Sur la démographie. Non, non, oui, j'ai été interpellé, donc Oui. je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris la question. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Griffon pour répondre. Ma remarque, elle est d'ordre méthodologique, de méthodologie intellectuelle. Nous sommes face à une énorme complexité, à de nombreuses controverses, comme par exemple sur ce que chacun va comprendre entre la transition énergétique. Si on veut progresser dans l'analyse, on est obligé de faire des simplifications. Alors, ce que nous avons fait, enfin, ce que moi j'ai fait notamment comme simplification, premièrement, je ne me suis pas attaché à définir la transition énergétique, mais je me suis dit, il y a un effet important. De toute façon, c'est une pression plus forte sur la biomasse et sur les terres cultivées. Enfin, l'un et l'autre, c'est deux manifestations d'un même phénomène. Et déjà, ce problème-là, comme je l'ai dit, mais comme mes collègues l'ont dit aussi, pose de très nombreux problèmes très pertinents pour apprécier où est la justice sociale. Donc, il n'y a pas besoin... La simplification, c'est mon point de méthode, est justifiée parce que c'est opératoire. Ça nous permet d'aborder des problèmes importants. Alors, plus précisément sur les projections démographiques, je crois comprendre ce que vous avez dit, c'est que ces questions-là sont perçues de façon très différente, notamment selon les continents, selon les cultures. Ce sur quoi j'ai voulu insister, là encore, c'est un aspect plus simple, enfin, simplifié, qui est que de toute façon, tout le monde s'accorde bien à penser que les pressions démographiques vont avoir une influence considérable sur la demande globale, sur l'ensemble des besoins, même si on ne veut pas parler de demande. C'est 5 milliards d'habitants en 2100 ou 27, ça ne va pas être les mêmes demandes, la même pression. Et c'est à ce sur quoi j'ai voulu inciter, cette dimension-là. Même si, bien sûr, ça n'épuise pas le sujet. Enfin, j'aborde, je ne suis pas seul, mais la réponse à la dernière question, ma réaction à la dernière question, je pense que c'est très intéressant, effectivement, de dire et de repérer les synergies possibles et de les exploiter. Mon jugement d'expert, mais je peux tout à fait me tromper, c'est que les potentialités d'exploitation des synergies, les pistes d'espoir en quelque sorte, que ça représente sont d'un autre ordre de grandeur que les ordres de grandeur dont on vient de parler, en les négligeant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur ces questions, qu'il faut essayer de les exploiter, bien sûr. Mais ça ne me paraît pas remettre en cause des analyses plus simplistes. Et je ne trouve pas que du coup, je suis mal à l'aise avec la question de dire que ça permettrait un changement de paradigme. Je crois que nous ne pouvons pas changer de paradigme. Merci. Oui, une complément. Je voulais dire deux mots, comme on est allé vite, on n'a pas développé à quel point toutes ces alternatives, toute cette réflexion était importante et qu'il n'y avait pas de, y compris chez nous, on n'a pas de borne là-dessus et que par exemple la méthanisation, elle peut être très bien envisagée à différents niveaux, à la ferme, dans les communes. Et je pense que c'est important de voir que si on a mis en avant ces histoires de monoculture, c'est parce qu'on sait que dans le paysage, tout ce qui est, enfin, les multinationales, le grand business, il est à l'affût parce qu'il cherche aussi où investir. Actuellement, il faut dire aussi qu'il y a besoin de créer des nouveaux marchés parce que l'économie est un peu atone et que ce que nous on voit comme une menace, c'est vu aussi comme une opportunité. C'était pour ça que je pense que sur les alternatives, c'était important de savoir aussi que dans la perspective de la COP21 et des événements qui vont se passer, il va y avoir beaucoup d'événements qu'on appelle des alternativas, donc des villages des alternatives dans plusieurs villes, qui vont mettre en avant tout ce qui peut se passer et qui vont permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire à différents niveaux.
Oui, j'espère qu'il y aura peut-être d'autres questions sur votre intervention sur les alternatives. Je voudrais simplement donner quelques exemples pour que tout le monde comprenne les synergies. La fabrication de méthane à la ferme ou à une autre échelle, à partir de biomasse qui n'est pas de la biomasse directement destinée à l'alimentation humaine ou à l'alimentation des animaux, et qui ne retourne pas, les résidus de récolte qui ne retournent pas directement au sol, ce qui est bien utile. Et supposons qu'elles servent à faire du méthane. Ce méthane peut avoir différentes utilisations, il peut être vendu, il peut être réutilisé localement dans l'économie locale, et il y a un digestat qui reste, et ce digestat est très utile pour alimenter la fertilité. Donc on a là une synergie. Autre exemple de synergie, on peut, de façon caricaturale, dire que l'accroissement de la surface cultivée destinée à alimenter le monde va se faire au détriment de la forêt, donc de la biodiversité. Mais on peut imaginer une agriculture qui maximise la biodiversité. Alors ça ne sera pas tout à fait, ce ne sera pas du tout la même biodiversité que la biodiversité forestière, mais elle pourra contribuer à la biodiversité. Donc il y a de nombreux exemples, et il y en a de plus en plus. Il faut que nous réfléchissions à ces synergies, parce que la résolution de la contradiction entre une planète qui a ses limites et un accroissement des différents usages et des besoins par la société, ça va passer par beaucoup d'intelligence et beaucoup de synergie. Y aurait-il des interventions sur cette question, qui est une question très riche, de façon à ce que le débat puisse... Oui. Oui. Bonjour, mon nom est Frédéric Roitier, je travaille pour le Centre AVEC, qui est l'équivalent du CERAS en Belgique, et dans mon temps libre, je suis également apiculteur. En fait, ma question est très simple, elle concerne la terminologie. Je suis assez étonné de voir que vous parlez tous des biocarburants, là où, je pense, on devrait parler de agrocarburants. Ça n'a rien de bio dans la méthode, ça n'a rien de durable, et d'autant plus, c'est généralement mis en œuvre à des endroits où il y a eu des réformes agraires qui sont négatives à la biodiversité. Oui. Est-ce que quelqu'un veut embrayer sur cette remarque? Enfin, on approuve, mais c'est une question fondamentale et voilà, d'accord. Nous, on dit agrocarburant, d'ailleurs, régulièrement. Oui, enfin, n'inventons pas des fausses querelles non plus. On se comprend. Moi, j'utilise biocarburant, j'utilise agrocarburant selon les publics. L'important, c'est de ne pas faire des guerres picrocolines sur des questions de définition. Il faut que nous soyons clairs dans notre langage. Question? Remarque? Bonjour. On m'entend là? Oui. Oui. Ah, ici. Oui, vous avez le micro? Ok. Alors allez-y. Donc je m'appelle Fabien Balaguet, je fais partie de l'Association française d'agroforesterie. Donc merci à tous pour vos interventions très riches, très intéressantes. Je voudrais revenir quand même sur une conclusion qui a été donnée et qui me semble assez ambitieuse, sur laquelle je suis sceptique en tout cas. C'est que les rendements vont nécessairement continuer à augmenter. Parce que c'est la règle et que c'est indispensable pour qu'on s'en sorte. Cela dit, moi, bon, quand même ce que je vois, c'est que les sols, les écosystèmes sont en train de fatiguer. On sait que le rendement et la fertilité, ça vient avant tout de tout ça. Donc est-ce que nécessairement on peut juste dire comme ça, un peu à l'emporte-pièce, les rendements vont augmenter? Je pense qu'il y a surtout un modèle à revoir. Si tous les écosystèmes sont fatigués, c'est à cause de l'agriculture qu'on est en train de pratiquer. Donc que ce soit tous les problèmes d'érosion, tous les problèmes de dégradation à travers les engrais chimiques, etc. Voilà, la base c'est le sol, et on sait que la vie des sols se porte pas très bien aujourd'hui. Donc est-ce que justement il ne faudrait pas mettre l'accent plutôt sur un changement de système avec de l'agroforesterie qui est l'une des cartes, mais aussi toutes les autres cartes que comporte l'agriculture de conservation. Voilà, tout en sachant que ces systèmes-là sont des systèmes pluriels, qui ont d'ailleurs des vocations plurielles aussi, donc la production d'alimentation,
mais la production aussi de biodiversité, de biomasse. Je rejoins tout à fait l'intervention qui a parlé des 6 F de la biomasse. Donc voilà, ça me semble important de revenir à la pluralité de l'agriculture. En ce qui concerne la biodiversité d'ailleurs, pour l'intervention qui vient d'être faite juste avant, sous nos latitudes, en fait, c'est pas la forêt qui est le système le plus divers en termes biologiques. C'est en fait les systèmes, les milieux de lisière, c'est-à-dire les frontières entre, par exemple, une prairie et une forêt. On sait très bien que c'est à l'interface qu'il va y avoir la plus grande diversité. C'est notamment ce que cherche à recréer l'agroforesterie dans les parcelles agricoles, dans les écosystèmes agricoles. Tout en essayant d'augmenter évidemment la résilience du système, la productivité, la robustesse, et donc s'orienter le plus possible vers une agriculture durable. Voilà, merci. Merci. L'agroforesterie est une de ces solutions qui va dans le sens des synergies que vous signaliez, dont on ne parle sans doute pas assez. Je peux réagir? Un mot, oui. Oui, puisque c'est moi qui ai dit, qui suis interpellé. Et puis ça me permettra de rebondir sur la remarque de Geneviève Savigny qui avait exprimé son désaccord avec ce que j'avais dit. En fait, la question est bien sûr plus complexe que ce que j'ai pu dire brutalement, mais je l'ai fait exprès pour être un peu provoquant. Nos sociétés sont, et surtout la nôtre française, sont très marquées par les excès du productivisme. Et de ce fait, je crains fort qu'on oublie les questions de productivité. Et c'est pour ça que j'ai ce ton un peu provoquant, assez rhétorique. Les économistes se sont beaucoup on définit, enfin ça vient de l'économie, les notions de productivité. Et le rendement, c'est la productivité moyenne de la terre, c'est le volume de la production totale divisé par la surface cultivée. Et là, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'à coup sûr, puisque les besoins vont augmenter, qu'il y a des demandes supplémentaires dues aux questions d'énergie, et qu'il n'est pas souhaitable que les surfaces cultivées augmentent beaucoup, il faudra bien, c'est la simple arithmétique, qu'il faudra bien que la fraction augmente. Donc c'est ça la productivité moyenne de la terre. Mais comment faire? Et quelles sont les questions? Alors, les coûts qui ont été qualifiés, que Geneviève Savigny a qualifiés d'externalités, ce n'est pas tous des externalités, mais il y en a beaucoup qui sont des externalités, doivent bien sûr être pris en compte. Et ça, on a un autre concept qui va être la productivité globale des facteurs, pas seulement la productivité moyenne de la terre. Et l'articulation entre les deux est loin d'être simple. Mais il demeure quand même que le premier point, c'est-à-dire que la conclusion simple, c'est que la productivité moyenne de la terre à l'échelle du globe, que celle-ci ait besoin d'augmenter, je crois que c'est net. Et l'agroforesterie est l'un des moyens d'augmenter ce rendement moyen. Parce qu'un rendement qui soit plus robuste, ça fera bien un rendement moyen qui va permettre l'augmentation du rendement moyen. Et la question difficile, très difficile, c'est comment permettre ou obtenir cet accroissement de productivité alors qu'on sait effectivement que les externalités, les coûts externes ont été considérables. Et le grand défi, mais c'est justement à cela que Michel Griffon veut répondre avec son agroécologie, l'agriculture écologiquement intensive. C'est ce à quoi l'agroforesterie peut être une solution. Et c'est là qu'il y a, à mes yeux, un domaine de recherche considérable pour trouver les moyens d'obtenir cette augmentation des rendements qui soit socialement désirable, qui amène plus
de justice sociale. Mais je continue quand même, avec toutes ces nuances, j'espère que c'est plus clair, d'affirmer que je ne vois pas comment on pourra augmenter le volume total de production à la surface de cette terre sans augmenter la production par hectare. Bien, merci pour cette mise au point. Je suis d'accord avec notre dernière question concernant la forêt. Comme Geneviève l'a dit tout à l'heure, il est nécessaire de passer vers un modèle d'agri-écologie et l'agroforesterie et s'éloigner de l'agriculture industrielle. C'était le thème de cette discussion. Je suis d'accord avec cette vision plutôt pessimiste sur l'augmentation de la productivité inexorable, avec l'érosion, la pollution des sols, la surexploitation des ressources en eau et les conditions météorologiques de plus en plus extrêmes. En effet, une augmentation inexorable de la productivité serait trop optimiste. Ce que je voulais dire, c'est comment est-il possible d'obtenir une autre donne, de changer la donne, et comment changer l'utilisation de la terre et comment s'orienter davantage vers un système agroforestier. Alors, c'est une notion assez positive, mais j'aimerais ajouter un point d'interrogation sur l'échelle locale ou au niveau du village. Les petites localités ont trouvé le moyen d'utiliser l'énergie issue des forêts, de l'agriculture, et cela de manière durable. Mais tout cela est à petite échelle. Si l'on parle de la bioénergie qui doit contribuer pour l'approvisionner l'électricité pour une ville comme Londres ou Paris et alimenter ou fournir le biocarburant pour les voitures, c'est là que le modèle s'écroule. Nous avions une présentation, la biomasse pour toujours sans conséquence, mais je pense qu'il faut savoir que cette vision n'est pas possible. On ne peut pas continuer à miner des quantités infinies de biomasse, enlever des biomasses de la biosphère sans en payer un prix en termes d'érosion des ressources en eau, appauvrir les sols et accaparer le sol qui devrait être dévoué à la production d'aliments. Et donc, notre point de vue, si on recherche une solution à grande échelle pour résoudre le problème de l'énergie, les bioénergies ne sont pas la réponse, en effet. Merci beaucoup d'avoir ajouté cette remarque et pour nous rappeler que la question est bien complexe. Quelqu'un a déjà le micro? Oui. Bonjour, Bertrand Cumet, je travaille à la Conférence des évêques de France. Je vous remercie pour vos interventions. Je reste un petit peu sur ma fin, mais c'est peut-être pas l'objet exactement de cette table ronde, mais moi, en tant que consommateur, citoyen, un petit peu préoccupé de justice sociale, je me dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, dans mes pratiques quotidiennes, pour essayer de concourir à ce qu'il y ait une meilleure justice, notamment dans le domaine alimentaire. Est-ce que, selon vous, je ne sais pas qui répondrait, mais est-ce que dans cette concurrence entre alimentation, énergie, enfin les 6 F, le fourrage ne pourrait pas être un peu diminué au profit du four et de l'alimentaire primordial, enfin primaire pour les êtres humains, et donc réduire notre consommation en viande? Est-ce que ça représente une voie qui permettrait aussi de résoudre quelques données de l'équation? Qui veut répondre? Enfin, oui. Oui, quand même. Oui. Il nous semble qu'à un niveau global, oui, la diminution de viande dans les pays industrialisés est nécessaire. Alors, pas aller jusqu'à s'opposer à tout élevage et toute consommation de viande, puisque
pour transformer l'herbe, c'est encore les bovins et les moutons qui sont les meilleurs transformateurs justement d'herbe en alimentation. Donc il ne faut pas non plus devenir anti-viande complet. Nous, on pense aussi que tout ce qui vise à relocaliser, à acheter plus local, encourage des filières plus courtes et encourage aussi plus de liens sociaux. C'est une alimentation liée à plus de liens sociaux quand c'est possible de le faire. Évidemment, c'est toujours à une petite échelle. Je pense qu'aussi tout ce qui contribue à bien comprendre ce qui se passe, ne serait-ce que ce colloque, et d'avoir intégré l'agriculture, moi, je suis contente puisque c'était pas évident dans les présentations d'hier, c'était a priori pas évident, alors qu'en matière de CO2 comme de conséquences, c'est très important. Et il me semble que d'être conscient de ce qui se passe, de connaître les politiques, de pouvoir avoir une vision citoyenne sur ce qui va se passer. Je parle par exemple, la COP 21 à nouveau, ça va être l'occasion de rencontres, de manifestations. Je pense que le gouvernement aura besoin de pression, tous les gouvernements auront besoin de pression pour aller dans un sens qui inclut la question des peuples plutôt que des fausses solutions comme les marchés carbone, dont on n'a pas parlé, mais qui sont aussi une autre catastrophe, mais marché carbone et des grandes solutions industrielles. Enfin, ça, c'est notre point de vue. Toute implication citoyenne à tout niveau ne peut être que positive. Un mot simplement, il faut faire la différence. Il y a différents types de viande. Il y a les viandes comme le poulet, le porc, qui sont produites à partir de maïs, de soja, d'autres plantes, qui sont des plantes que nous pouvons, nous humains, consommer quasi directement. Donc là, si nous voulons limiter l'utilisation des sols pour l'alimentation animale, il faut manger un petit peu moins de ces viandes. Mais là où il y a a priori aucune contestation possible, c'est que ce qu'on appelle les polygastriques, c'est-à-dire les bovins par exemple, qui sont faits, que l'histoire de la vie a désigné pour manger des fourrages, et qu'ils sont seuls à pouvoir valoriser. Quand on leur donne du maïs, du soja ou des plantes cultivées qui peuvent être utilisables directement par l'homme, on les met en concurrence directe. Par exemple, ce qu'on appelle le baby beef écologiquement est un gaspillage. Donc, manger de la viande de bovin à l'herbe est écologiquement cohérent. Manger de la viande de bovin nourrie avec ce qui pourrait alimenter directement les humains est un gaspillage général. Donc, une des conclusions de citoyens, c'est que si on veut épargner l'utilisation de la terre, il faut faire attention à quel type de viande on mange. Ensuite, il y a non pas un point de vue écologique, mais un point de vue de biologie élémentaire, comme disait Michel Petit dans son introduction, c'est que on mange entre 60 et 80 kilos de viande par an. On peut très bien vivre avec 20 kilos de viande, de très bonne viande par an, et en diminuant les risques de maladies cardiovasculaires, avec des effets tout à fait considérables sur l'utilisation des sols à l'échelle, en tout cas, de l'Europe, et peut-être même de la planète. Michel, Helmut, if you want to have a word, we don't have many time to do non, it. Mais je comprends totalement. Enfin, je suis content que vous ayez dit la dernière chose que vous ayez dite, c'est-à-dire, c'est pas seulement, je le redis à ma façon, mais bien sûr que pour le citoyen, le consommateur, l'importance de ce qu'on peut faire immédiatement, localement, est essentiel dans la recherche de plus grande justice sociale, mais je partage tout à fait le point de vue que comprendre un peu comment fonctionne le monde, c'est très compliqué comment ça fonctionne, et le mieux le comprendre pour avoir une influence par l'opinion publique, par la pression sur les gouvernements, par les engagements personnels à tel ou tel moment, est essentiel aussi. Helmut, something to add? Helmut, have you? Étant en France, je ne vais pas suggérer quelles organisations vous pouvez rejoindre, mais des campagnes en faveur de mesures qui peuvent réduire notre utilisation d'énergie, d'être plus responsables dans les biocarburants
chercher à soutenir des politiques qui réduisent la dépendance sur l'utilisation des voitures, le besoin de voyager et de promouvoir des campagnes contre l'agriculture industrielle. Et en ce qui concerne la foresterie, la sylviculture, et de protéger la biodiversité des forêts, d'éviter leur conversion à large échelle vers des plantations industrielles. Bien, nous en terminons là. Notre session a été plus orientée vers la compréhension de ce qui se passe dans notre monde. Nous écoutons la contribution de notre collègue de Solagro. J'ai pris soudain conscience que nous n'étions pas tellement du côté des solutions, mais précisément, on peut donner rendez-vous, aller sur le site de Solagro, qui est de ce point de vue d'une très grande richesse. Voilà, je fais de la publicité gratuite pour vos activités.